Bonjour à tous les fidèles. Je manque à toutes les conventions d'ailleurs, parce que je devrais dire, comme on le fait aujourd'hui, bonjour à toutes et à tous. Euh, Bienvenue pour ce 185e briefing. Arnaud, c'est vous qui commencez. Vous êtes très solitaire à Moscou, d'après ce que je vois. Et qu'est-ce que vous avez à nous annoncer? De préférence des bonnes nouvelles, hein. Les autres, vous pouvez les garder. Eh bien, je passe la parole immédiatement à Igor. Plus sérieusement, des nouvelles d'économie et de politique intérieure, puisqu'on s'engage dans la campagne présidentielle, j'y reviendrai, et qu'il y a quelques éléments de surprise relative, mais tout de même. Mais commençons d'abord par l'économie, avec une divergence entre le ministère des Finances et la Banque centrale de Russie à propos du rapatriement des devises de la part des exportateurs, des gros exportateurs de Russie. Le ministère des Finances se prononce en faveur de l'extension jusqu'à la fin de l'année de l'obligation faite depuis l'automne dernier à 43 grandes entreprises de rapatrier 80% de leurs recettes en monnaie étrangère et d'en convertir 90% en roubles. La Banque centrale, pour sa part, avait estimé quelques jours plus tôt qu'elle ne voyait pas de fondement sérieux à une telle mesure. L'Union européenne, qui travaille à l'élaboration d'un 13e paquet de sanctions qu'elle souhaite adopter pour le deuxième anniversaire du déclenchement du conflit en Ukraine, c'est-à-dire le 24 février prochain, dans un peu moins d'un mois donc. Pour autant qu'on puisse le savoir, des personnes physiques et morales, y compris de pays tiers, qui concourent au contournement des précédentes mesures restrictives, seraient envisagées. Pour mémoire, le 12e paquet fait couler d'encre. A posteriori, il y a certaines dispositions dont semble-t-il la portée n'avait pas été totalement mesurée, y compris, encore une fois, semble-t-il, hein, je suis prudent, par les personnes ou certaines personnes qui les ont soutenues à Bruxelles. Ça concerne en particulier l'utilisation des logiciels euh, occidentaux par les filiales d'entreprises européennes en Russie. Euh, Signe des temps, Yandex, la grande entreprise de technologie russe, qui se tourne désormais vers la Chine pour la mise au point de ses futurs véhicules autonomes, alors que sa flotte actuelle, qui s'élève à environ 100 unités, était le fruit d'une coopération antérieure avec Hyundai. Donc là, on ne peut pas précisément parler de tournant vers l'Est, mais de changement de partenariat à l'Est. Enfin, deux chiffres significatifs de mon point de vue. D'abord, le montant des exportations agricoles en 2023 qui a battu un record et qui s'élève, d'après le ministre de l'Agriculture, Dmitri Patrouchev, à 45 milliards de dollars. Deuxième chiffre, 50 milliards de dollars. C'est le solde des opérations courantes de la Russie en 2023. Pour mémoire, il s'élevait à 238 milliards en 2022 et l'érosion de la balance commerciale de la Russie est assurément l'un des indicateurs qu'il faudra suivre en 2024. Si cette érosion devait se poursuivre, cela pourrait contribuer au glissement du rouble et par voie de conséquence au maintien de l'inflation à un niveau élevé. J'en viens maintenant aux nouvelles politiques avec une actualité assez dense et intéressante. Alors, comme d'habitude ou presque, on commence par la chronique judiciaire avec deux condamnations euh, importantes aujourd'hui. Celle d'une part de M. Girkin, alias Strelkov, ancien ministre de la Défense de la République populaire de Donetsk en 2014. Je rappelle que c'est lui à la tête d'un commando armé qui avait pris la ville de Slaviansk. Ça avait marqué le début du mouvement séparatiste pro-russe en Ukraine en 2014. Ces derniers mois, il s'était distingué par des déclarations très dures à l'égard non seulement du ministre de la Défense, mais également du président Poutine. Eh bien, il a été condamné aujourd'hui à 4 années de détention. L'autre condamnation frappe Madame Trepova. Elle est beaucoup plus lourde, puisqu'on parle de 27 ans de réclusion criminelle. Cette jeune femme, je le rappelle, avait transmis une statuette à l'automne dernier à l'un de ces fameux blogueurs militaires, Vladlen Tatarsky, et dans cette statuette, il y avait une bombe
Le journaliste avait décédé sur le coup. Madame Trepova a assuré ces derniers jours qu'elle n'était pas au courant de la présence d'une bombe dans la statuette. Elle pensait qu'il y avait un micro. Toujours est-il qu'elle a été très lourdement condamnée aujourd'hui. Autre actualité politique significative, le vote hier en première lecture par la Douma d'État d'un projet de loi qui porte sur l'amendement de deux articles du Code pénal. Le premier sur la propagation de fausses informations sur les forces armées, l'autre sur les appels publics à des actions dirigées contre la sécurité de l'État. Et ces amendements prévoient la confiscation des biens, d'une part, et le retrait des titres et distinctions, d'autre part, pour les personnes reconnues coupables de ces chefs d'accusation. À noter qu'il y a 3 députés qui ont voté contre, dont 2 sont assez connus et peut-être promis un certain avenir, à moyen terme en tout cas. D'une part, le communiste Sergueï Chargounov, qu'Anne et moi-même connaissons d'ailleurs, je tiens à le préciser, il est écrivain par ailleurs, écrivain talentueux. Et la deuxième députée assez connue, c'est Madame Avksentieva, ancienne maire de Yakoutsk, qui est l'une des figures de proue du parti Jean Nouveau. Autre nouvelle, le député Gourouliov, qui est un général à la retraite, connu pour ses prises de position radicales, eh bien, il a déclaré lors d'un entretien à la chaîne Tsargrad vouloir, je cite, que ceux qui aujourd'hui nuisent la patrie ici de l'intérieur aillent manier gaiement la rivelaine sur la route de la Colima. Je sais que le mot rivelaine plaira à Anne. Enfin, j'en viens Kailo en bon russe. La pioche. La pioche. J'en viens maintenant à la principale actualité politique, à ce début de campagne présidentielle, ou à ce deuxième départ, puisqu'il y a eu un premier départ avant les fêtes de fin d'année, avec l'entrée en campagne de Poutine. Et bien aujourd'hui, et ces derniers jours, ce n'est pas le président en exercice et le probable futur président qui est au cœur de l'actualité, ou en tout cas des commentaires. Et cette campagne présidentielle qui jusqu'ici était sans suspense et sans relief, eh bien, elle connaît quelques frémissements en raison de la mobilisation assez inattendue en faveur de Boris Nadiejdine. Plusieurs milliers de personnes ont fait la queue le week-end dernier dans le froid pour apporter leur signature en soutien au candidat de l'opposition, enfin, candidat à la candidature. Ce que l'on voit ces derniers jours, c'est que M. Nadiejdine, qui suscitait initialement un certain scepticisme, eh bien, bénéficie du ralliement de nombreux opposants, de militants de l'opposition, de Yabloko jusqu'à certains émigrés récents. Alors, qui est M. Nadiejdine? C'est d'abord un politicien expérimenté, un débatteur redoutable qu'on voit régulièrement et qu'on a vu régulièrement ces dernières années à la télévision. Il a été député à la Douma d'État de 99 à 2003. Il est âgé de 63 ans et il semblerait qu'il soit en mesure de fédérer cette mouvance anti-guerre et peut-être d'agréger les mécontents. Alors la question maintenant est de savoir si la commission électorale centrale, certains diront l'administration présidentielle, validera sa candidature. Il dit avoir recueilli plus de 150 000 signatures. Il en faut 100 000 au minimum pour voir une candidature validée. La réponse tombera après le 31 janvier, qui est la date butoir de remise de ces signatures. Donc il y a dans cette campagne électorale un élément surprenant. Alors, c'est surprenant dans le contexte russe où théoriquement il ne doit pas y avoir de surprise dans la vie politique. On verra encore une fois quel choix sera fait de laisser concourir ou pas M. Nadiejdine, qui, selon certaines de nos sources en tout cas, pourrait, s'il est admis à concourir, peut-être faire 5, 10, peut-être pas plus, mais en tout cas un score qui ne serait pas un score purement symbolique. Voilà Anne, chère présidente, ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que
à part les exportations agricoles, le reste n'est pas très, très réjouissant. Pardon, en ce qui concerne les signatures réunies par M. Nadejdine, est-ce que pour vous, ça correspond à cet appel de M. Navalny qui, lors des dernières élections, invitait les électeurs à voter pour n'importe qui, sauf Vladimir Poutine, ou est-ce que c'est un phénomène nouveau? Difficile à dire. Je pense que ça va au-delà de l'appel de M. Navalny. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont sorties spontanément dans la rue, non pas pour manifester, mais encore une fois pour faire la queue dans l'espoir de signer les registres. Il y a l'effet de nouveauté, l'effet de surprise, une offre politique inattendue, encore une fois qui n'est pas validée. Il y a beaucoup de scepticisme à Moscou sur la possibilité de cette candidature. Mais je crois que c'est plus spontané que ça, en réalité. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont dit, des gens qui sont restés en Russie, qui ne sont pas d'accord avec la politique du président Poutine, notamment en Ukraine, et qui ont vu, à tort ou à raison, dans M. Nadejdine, bien un candidat qui porte une voie alternative, une position alternative, et dans le contexte que l'on connaît, où il n'y a pas vraiment d'autres candidats sur ces positions, à part peut-être M. Davankov de gens nouveaux, eh bien, il y a un appel d'air et un intérêt voilà, inattendu pour cette personnalité qui n'est pas une personnalité nouvelle, encore une fois, qui est bien connue à Moscou, M. Nadejdine, qui est dans le circuit depuis plus de 30 ans, mais qui est un vrai politicien, qui a fait de la politique, j'allais dire à l'ancienne, dans les années 90, quand les élections étaient un peu différentes de celles d'aujourd'hui. Et là, on nous demande un commentaire, si vous pouvez, sur la querelle entre Matveev et Kadyrov sur le retour des soldats musulmans. Alors, la querelle ne porte pas sur le retour des soldats musulmans. Alors, il y a un député communiste à la Douma d'État qui a accordé un long entretien à un média qui m'échappe, mais dans lequel il s'inquiète, comme d'autres l'ont fait il y a quelques semaines. C'est un sujet euh, assez récurrent. Le député Tolstoï, bien connu, en a parlé aussi, il s'inquiétait d'une poussée de radicalisme islamique en Russie, liée principalement à l'immigration, à la non-intégration de travailleurs d'Asie centrale en particulier. Donc le député communiste en question, Matiev, est développé, si j'ose dire, et ses propos ont suscité de très vives réactions, notamment du chef de la Tchétchénie, Kadyrov, et à tel point que le Parti communiste s'est désolidarisé de son député et que ce dernier a dû pas vraiment s'excuser envers Kadyrov, mais trouver des justifications à ses propos. Enfin, ouais, voilà, il était quand même sur la défensive. La principale leçon de tout ça, c'est que quand Kadyrov s'exprime, eh bien, les élus de la nation s'excusent et se repentent. Ce n'est pas le premier. Il y a déjà eu un cas. Ce qui en dit long sur d'abord le courage politique de certains responsables à Moscou et sur la crainte qu'inspire Ramzan Kadyrov à des élus qui, certes, ne sont pas très influents, mais qui sont quand même font partie du pouvoir fédéral quelque part. Merci beaucoup. On va demander à Igor de nous parler de la politique étrangère, diplomatie, et nous donner des informations là aussi positives, ce serait bien. Et puis après, on passera, il y a plusieurs questions qui vous concernent l'un et l'autre. Igor, c'est à vous. Merci Yann. Oui, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce briefing. Donc, je vais commencer par faire un point sur l'état de l'aide à l'Ukraine, qu'elle soit militaire ou financière, puisqu'il s'est quand même passé des choses, même si globalement les enveloppes sont toujours bloquées, aussi bien à Washington qu'à Bruxelles, faute de consensus sur le vote alors, à Washington entre républicains et démocrates, et évidemment à Bruxelles en raison de la position de la Hongrie, et
spécifiquement et dans une certaine mesure de la Slovaquie aussi. Alors, néanmoins, on a appris cette semaine que l'OTAN avait annoncé passer une commande pour 220 000 obus d'artillerie pour un montant de 1,2 milliard, 1,2 milliard d'euros. 220 000 obus d'artillerie qui partiront donc à Kiev, enfin à l'Ukraine, dès lors qu'ils seront reçus. Alors la question, c'est sous quel délai ils seront reçus. Ça, bon, on ne sait pas trop. Surtout que quand les Européens avaient voulu commander 1 million d'obus, on s'était aperçu finalement en cours d'année que l'objectif fixé à mars 2024 pour avoir livré l'intégralité du lot d'1 million d'obus était illusoire et qu'il y en aurait peut-être la moitié ou un peu plus de la moitié dans le meilleur des cas. Bon, néanmoins, il y a là une annonce qui est faite. Alors après, il y a le prix qui est intéressant, hein, 1,2 milliard d'euros pour 220 000 obus, ça fait un peu plus ça fait entre 5 et 6 000 euros par obus. Euh, donc il y a un article très bien informé qui a été publié cette semaine dans Foreign Affairs, qui a été écrit par un haut responsable de Google, mais qui s'est rendu dans un voyage d'études en Ukraine. Alors, c'est pas la première fois. Il s'est rendu en décembre et donc il a rencontré des hauts responsables et puis il a été visiter plein de localités, enfin plein d'endroits en Ukraine. Et puis il a proposé un article assez détaillé sur où en est aujourd'hui l'Ukraine, sur la production de drones, sur comment est-ce qu'il s'adapte par rapport à la situation sur le front, etc., etc. Et lui avance le chiffre que les Russes produisent des obus selon lui, hein, à 600 dollars par obus, c'est-à-dire pratiquement 10 fois moins cher que ce que vont faire les Occidentaux, enfin l'OTAN visiblement, avec des obus proposés entre 5 000 et 6 000 euros pièce. Et une fois de plus, si on essaie de faire parler ce chiffre, on sait qu'aujourd'hui, les Ukrainiens, manifestement, essayent de rationner un petit peu leur consommation d'obus. Et donc, on entend aujourd'hui des cadences de tir de l'ordre de 2 000 à 4 000 obus par jour. Donc, à mettre en perspective avec ces 220 000, alors que de l'autre côté, les Russes, manifestement, sont sur des cadences de tir 4, 5, 6, voire plus. 4, 5, 6 fois, voire plus élevées, suivant évidemment l'intensité et la localité du front que l'on considère. Deuxième information, je reviens sur le fonds d'aide européen pour l'Ukraine. Alors, selon le Wall Street Journal, comme la situation est bloquée notamment en raison de la position de la Hongrie, eh bien, les Européens envisagent de créer un mécanisme alternatif qui permettrait de contourner le veto hongrois pour donc budgéter une aide pour l'Ukraine pour l'an prochain, enfin pour les années à venir en réalité, hein. Donc, elle serait d'un montant de 20 milliards d'euros qui serait ventilé sur la période 2024-2027. Ce seraient des fonds qui seraient alimentés à la fois par les reliquats de la Facilité européenne pour la paix, qui sert aujourd'hui de caisse pour financer l'aide militaire à l'Ukraine, hein, même si à l'origine, ce n'était pas sa fonction première, d'une part, et d'autre part, des donations des États, visiblement, en fonction de ce qu'ils peuvent apporter dans le panier, en quelque sorte, afin donc voilà, de se passer, de contourner ce veto hongrois. Alors la Hongrie a déjà fait savoir qu'elle ne participerait pas évidemment à ce nouveau mécanisme, puisque déjà elle refuse, en tout cas elle bloque la première enveloppe de 50 milliards qui est toujours donc en suspens, même si Madame von der Leyen a expliqué, je crois, cette semaine qu'elle avait bon espoir de le voir adopté d'ici la fin du mois de février. Et donc cet argent servirait à d'abord dédommager les États membres qui ont contribué à l'aide militaire à l'Ukraine en donnant du matériel. Donc certains d'entre eux ont la possibilité de recevoir déjà des dédommagements sous forme d'argent. Toujours sur l'assistance à l'Ukraine, mais financière, celle-ci, on a appris cette semaine que la Belgique allait verser à Kiev 611 millions d'euros en 2024, donc qui correspondent à des bénéfices d'exploitation réalisés sur les actifs russes gelés en Belgique, principalement, pour comprendre, dans un organisme qui s'appelle Euroclear. Euroclear qui détiendrait une immense majorité des actifs russes gelés à l'étranger. Donc, on parle depuis le début de ce conflit de 280 milliards d'euros de la Banque centrale de Russie qui sont voilà, en Europe, aux États-Unis, en Angleterre, etc. En réalité, l'immense majorité, pratiquement 180 milliards, serait chez Euroclear et donc gelé hein, chez Euroclear. Et donc, à défaut d'avoir trouvé un consensus entre eux sur est-ce qu'on confisque ou pas ces actifs et ensuite on les transfère à l'Ukraine, eh bien, pour l'instant, comme ce consensus n'existe pas entre les Européens, ces derniers se contenteraient pour l'instant de transférer les bénéfices des recettes de cet argent qui travaille et qui donc produit des intérêts. Et donc là, on voit déjà une première tranche hein, qui va être transférée en 2024 à l'Ukraine.
Donc, pas de consensus sur l'aspect confiscation. Il y a des débats qui se poursuivent depuis plusieurs semaines à ce sujet-là. Le G7 doit se réunir en février, en tout cas à un certain niveau, pour discuter une nouvelle fois de cet aspect confiscation. Et aux États-Unis, cette semaine, il y a eu un projet de loi qui a été déposé et qui vise, là, au contraire, à avancer dans la direction de la confiscation de ces intérêts. Alors, sauf qu'aux États-Unis, on s'est aperçu qu'il y avait finalement peu d'actifs russes gelés, contrairement à ce que je viens de vous expliquer, rien que sur la Belgique, on aurait 180 milliards sur les pratiquement 300 milliards, ce qui est énorme, évidemment. Les Américains, finalement, au final, n'auraient trouvé que très peu de ces actifs de la Banque centrale dans leur juridiction. Troisième élément, c'est l'Allemagne qui affirme qu'elle va former 10 000 soldats ukrainiens sur son sol cette année, en 2024. Et on apprend que l'armée allemande, depuis le début du conflit, a formé autant, c'est-à-dire 10 000 depuis le début du conflit en 2 ans. Donc, quelque part, une volonté d'augmenter la cadence, puisqu'elle compte faire en un an ce qu'elle a fait auparavant en 2 ans. Toujours l'idée donc de former les soldats ukrainiens. Alors, ils avaient formé aussi bien en maniement des chars, les fameux chars Léopard dont on a beaucoup parlé dans les séminaires précédents, mais aussi probablement d'utilisation de systèmes de défense antiaérienne ou de tout autre matériel que les Allemands livrent aux Ukrainiens. Parler un petit peu de la Slovaquie, puisque le Premier ministre slovaque, M. Fico, s'est rendu dans la partie occidentale de l'Ukraine, à Užhorod, qui est vraiment une ville frontalière, enfin pratiquement sur la frontière avec la Slovaquie, hein. Le 24 janvier, il a rencontré son homologue ukrainien, M. Shmyhal. Il y a eu un communiqué commun qui a été publié à la suite de la rencontre par la partie ukrainienne, d'ailleurs d'abord, qui évoque, je cite, l'importance de développer une coopération militaire et technique sur une base commerciale, d'une part, et d'autre part, le communiqué évoque le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'Ukraine. Fin de citation. Alors, dans les heures qui précédaient sa visite en Ukraine, ce Fico s'est illustré encore par des sorties assez pimenté, hein, sur l'Ukraine, en expliquant que le pays, de toute façon, n'était, selon lui, plus du tout indépendant et était quasiment sous la coupe des États-Unis, que pour mettre fin au conflit, il devrait probablement envisager des concessions territoriales. Enfin voilà, donc des déclarations assez choc, hein, assez tonitruantes. Et finalement, une rencontre qui, sur la forme, pour ce qu'on en a vu, semble s'être bien passée avec son homologue ukrainien, puisqu'il a même été euh, question visiblement de coopération industrielle et militaire, mais sur l'aspect de défense, on sent que là, peut-être les Slovaques veulent contribuer ou contribueront, il faudra voir à quelle mesure, parce que pour l'instant, ils ont été assez frileux de ce côté-là, mais sur l'effort qui est mis pour essayer de travailler sur la base de défense et la base industrielle ukrainienne, pour produire sur place et non plus livrer ou exporter en Ukraine du matériel, mais que ce matériel et les pièces de rechange soient produits directement en Ukraine. Toujours sur cette partie de l'Europe, la Hongrie, qui est désormais le dernier obstacle pour que la Suède devienne membre de l'OTAN, puisque le Parlement turc a ratifié mardi la demande d'adhésion de la Suède à l'OTAN. Désormais, il ne reste plus que la Hongrie. M. Orban a fait savoir dans la foulée du vote turc qu'il allait demander à son Parlement de ratifier le plus tôt possible et le plus vite possible cette demande de la Suède, sauf que les choses pourraient être moins évidentes. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un nouveau paquet de sanctions européens qui est à l'étude. Et traditionnellement, enfin pour ce qu'on comprend, M. Orban se sert, mine de rien, peut-être aussi de ce droit de veto pour, voilà, comme un levier ou un rapport de force pour éviter que l'on inclue peut-être dans le paquet de sanctions européennes des choses dont il estime qu'ils nuiraient à l'intérêt de son pays. Donc attention, ça ne veut pas forcément dire que la ratification ira aussi vite que ce qu'il semble annoncer. La Suède rentrera dans l'OTAN un jour ou l'autre, hein, et probablement peut-être plus rapidement que ce qu'on ne croit. Mais je pense que M. Orban se servira encore ce droit de veto-là pour obtenir des concessions et des cas échéants, donc comme levier, comme je disais, si jamais il estime que ses intérêts de son pays sont menacés par certains aspects de ce paquet de sanctions. Voilà, Anne, ce que je pouvais dire. C'est pas forcément des bonnes nouvelles, mais bon, c'est pas. Voilà. Non, non, non. On a En tout cas, on on va a besoin de plus choses. vers le réarmement de l'Ukraine que sur des négociations de paix. Mais ça, on le savait déjà plus ou moins. Oui, ça, on savait. Ouais. Voilà. Quelqu'un nous dit, Lavrov a déclaré que la situation en Ukraine n'aurait pas été différente avec Trump. Et la question posée,
Pardon, et la suivante, Moscou n'attend donc rien de l'élection de novembre prochain. Qui veut Ouais, répondre? je pense. À voir. En tout cas, ils sont plus prudents qu'en 2016. En 2016, les Ouais, responsables russes, y compris dans un cercle qu'ils croyaient privé, mais qui était évidemment écouté par les services américains, se sont bruyamment réjouis le soir de l'élection de Trump. On se souvient ensuite du Russiagate qui a fait pchit, mais qui a empoisonné le mandat de l'ancien président américain. Et donc, je crois que les Russes ont décidé d'être voilà, chat échaudé, craint l'eau froide, de faire attention à leurs propos. On voit bien, ils lisent évidemment ce qu'on écrit dans la presse occidentale, notamment française, sur Poutine n'attend que Trump, etc., etc. Je pense que c'est un peu exagéré. Effectivement, pour les Russes, Trump a un gros avantage, c'est qu'il sème un petit peu le trouble et la discorde potentiellement dans l'unité de ce que les Russes appellent l'Occident collectif. Ça, évidemment, ça a beaucoup de valeur, mais très concrètement et à court terme, si les Russes, avant l'élection de Trump, possible élection, parce qu'il peut être battu aussi, il peut être empêché, mais à supposer que ça se passe comme ça, si les Russes n'avancent pas de façon significative sur le terrain, si l'armée russe ne prend pas le dessus de façon visible et inquiétante pour l'Ukraine, euh, si vous voulez, il n'y a aucune raison de penser que Trump va offrir l'Ukraine à la Russie. En revanche, si le rapport de force a évolué dans les mois qui viennent de façon très défavorable à l'Ukraine, et de façon visible, eh bien, le président américain, si c'est encore une fois à supposer que ce soit Trump, ce qui est loin d'être fait, pourrait en profiter pour peut-être précipiter ou provoquer des négociations. Ça, c'est possible, mais encore une fois, d'abord c'est très hypothétique, c'est lointain, et ça ne peut que couronner, je dirais, ça peut être la cerise sur le gâteau pour les Russes, mais le rapport de force, il se fera sur le terrain. Beaucoup d'observateurs russes relèvent par ailleurs ou se souviennent que Trump et son administration avaient pris des décisions parfois très défavorables aux intérêts russes. C'est un peu oublié au-delà des cercles de spécialistes. Par exemple, les sanctions économiques contre Roussal, c'était l'administration Trump. C'était tout à fait inattendu, tout à fait unilatéral, c'était extrêmement violent en réalité d'un point de vue des intérêts économiques russes. Donc, il est probable en réalité que les Russes, que l'administration Poutine préfère l'élection de Trump à la réélection de Biden en raison des turbulences que ça créerait, mais il ne faut pas croire, je dirais, à l'existence d'un possible axe Poutine-Trump. Le moment venu, les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Le président Trump, s'il devait revenir à la Maison-Blanche, défendrait les intérêts américains dans, en tout cas, la vision qu'il en a, non pas les intérêts russes. alors, une question pour Igor. Igor a parlé de l'Allemagne qui va former 10 000 soldats ukrainiens, mais où en est Berlin quant aux taux russes? Bah donc ces missiles russes, hein, qui sont un petit peu les missiles longue portée, mais allemands, enfin les Scalp en quelque sorte, ou les Storm Shadow comme vous voulez pour les Allemands. Pour l'instant, ils sont officiellement, ils sont pas livrés. Il y a eu un vote qui est intervenu au Parlement allemand il y a quelques jours qui a rejeté le projet de livrer des missiles Taurus à l'Ukraine. D'ailleurs, quand on regarde les votes, c'était assez intéressant. J'ai notamment relevé que tout ce qui était les partis écolos, enfin les Verts, ont tous voté contre, hein. Moi, je m'attendais, je sais pas, je connais mal la politique allemande, mais je voyais plutôt les écologistes allemands peut-être dire oui, faut livrer ces missiles parce que. Mais en fait, non, ils ont tous voté contre. Donc le Parlement a dit on ne livre pas, donc pas de livraison pour l'instant. Alors les Anglais sont arrivés avec une proposition assez malhonnête, visiblement. Ils auraient proposé aux Allemands de faire une espèce d'échange, enfin de récupérer un lot de missiles, ces fameux missiles Taurus, hein, en échange de matériel qu'ils livreraient à l'Allemagne, et puis eux-mêmes se chargeraient de réexporter, pour dire politiquement les choses, ce missile ensuite à l'Ukraine. Pour l'instant, voilà, ça en est là.
les Allemands n'ont pas livré ces missiles-là, pour ce qu'on en sait. Alors, une autre question tout à fait différente, mais quel impact sur la société, ou dire sur l'opinion russe, a eu l'attaque du marché de Donetsk? Qui est-ce qui peut Je répondre? dirais que, bon, d'abord, c'est difficile à mesurer, mais intuitivement, je dirais qu'il est moindre que celui de l'attaque de Belgorod début janvier. Alors pourquoi? Peut-être tout simplement parce que euh, Donetsk n'est pas encore tout à fait mis sur le même plan par une majorité de Russes que Belgorod. C'est mon hypothèse. Mais il y a peut-être aussi un phénomène d'habitude, c'est-à-dire que malheureusement ces tragédies s'enchaînent. Mais à Donetsk, encore une fois, à Donetsk, c'est fréquent. Hein. Depuis 2014, les bombardements de la part de l'armée ukrainienne ont été réguliers. Les bombardements de marchés également. Et encore une fois, au-delà du discours officiel et de l'annexion, il semblerait, je suis prudent, mais il semblerait que pour une majorité de Russes, euh, euh, Belgorod ait plus de charge émotionnelle que Donetsk. C'est encore une fois une observation qui est purement empirique et personnelle. Encore une question, il y a plusieurs questions concernant la Pologne ou les prises de position de la Pologne. Varsovie a annoncé ne plus pouvoir aider gratuitement Kiev. Zelensky a dit qu'il lui achèterait des armes à crédit. Est-ce qu'il s'agit de théâtre pour apaiser l'opinion publique polonaise? Bah, je pense qu'il y a un petit peu de donnant-donnant, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu une très grand emballement au début en Pologne, évidemment, avec un énorme élan de sympathie, de solidarité, très, très spontané, évidemment à l'égard de l'Ukraine. Et j'allais dire de manière peut-être assez naturelle, il y a un retour de balancier maintenant, indépendamment du contexte, hein. Et puis il y a la réalité économique qui est venue aussi, comment dirais-je, catalyser un petit peu ce retour de balancier. Donc, on parlait au début de l'été dernier, au fin du printemps, je ne sais plus, de ce qui se passait avec les agriculteurs, hein, qui commençaient à gronder seulement, hein. Souvenez-vous, les agriculteurs en Pologne qui commençaient déjà à grogner, à demander des mesures extraordinaires pour empêcher ce qu'ils perçoivent comme le déferlement de grains et de produits agricoles ukrainiens complètement déréglementés par nature et qui viennent concurrencer leur production. Et puis, certains se disaient, oui, mais ça va être réglé à coup de chéquier. On va sortir le chéquier et puis ils vont sagement rentrer chez eux. Et puis, regardez, 8 mois plus tard, où est-ce qu'on en est? C'est plus seulement la Pologne, c'est une grande C'est partie de l'Europe l'Allemagne, orientale, c'est l'Allemagne, où est-ce qui se passe chez nous? la France. C'est pas une question de chéquier, ça va bien au-delà de ça en réalité. Il y a des enjeux qui sont très, très, très concrets. Donc, bon, pour en revenir à la Pologne, il y a évidemment un ras-le-bol et Donald Tusk qui s'est rendu à Kiev est venu aussi donner le change, je pense, et venu garantir M. Zelensky que le soutien allait continuer, etc. Mais j'allais dire la ferveur de ce soutien et puis peut-être le contenu, évidemment, allait être un peu moins généreux et il faudrait montrer en face aussi faire un peu plus de gestes aussi. Alors, dire qui va acheter, la question, c'est évidemment avec quel argent. De toute façon, cet argent, ça vient des fonds européens, des généraux donateurs. Donc, bon, il y aura des choses, il y a peut-être mettre en avant entre guillemets, des histoires à vendre à l'opinion publique polonaise pour dire, regardez, ils font pas que taper des subventions, mais ils fournissent aussi comment dirais-je, permettent de produire aussi des choses chez nous. Mais, je pense que voilà, on est dans une phase de rééquilibrage et la scène politique interne en Pologne fait que les dirigeants se doivent tenir compte aussi de ce. Puis une alternance, il faut le dire, il y a eu une alternance aussi à Varsovie. Donc, doivent tenir compte de ce contexte-là qui est assez, comment dirais-je, assez glissant. De façon Oui, pardon. très modeste et prudente, il me semble, effectivement, puisque je rebondis sur le terme d'alternance que vient d'évoquer Igor, il me semble que les attentes, aussi bien à Bruxelles qu'à Kiev, à la suite de l'alternance, étaient plus grandes que ce qui arrive. Monsieur Tusk, certes, a appelé ses concitoyens à renoncer à toute rhétorique anti-ukrainienne, à ne pas jouer une carte anti-ukrainienne, mais dans les faits,
comme l'a dit Igor, il est obligé de tenir compte de l'opinion publique, des crispations et des réalités économiques et budgétaires de son pays. Et donc, la rupture avec la politique Kaczynski est moins visible et moins radicale que prévu à Kiev, me semble-t-il. Alors, une question encore, mais cette fois qui ne concerne plus la Pologne, mais qui concerne Israël, les relations entre la Russie et Israël. Quelles sont les marges de manœuvre de Moscou avec Netanyahou, compte tenu des liens de population qu'il y a entre les deux États et comparé à la position officielle de solution à deux États? Est-ce que quelqu'un de vous Ouais, veut C'est pour répondre? enfin, Igor, ça. oui, oui, oui. Non, mais la question est assez. Bon, enfin, disons que si c'est faire un topo sur où on est dans les relations entre les deux pays, euh, il y a évidemment une phase très très dure dans les relations entre les deux, vu ce qui se passe à Gaza, et vu la prise de position de la Russie à l'égard de ce qui se passe à Gaza depuis le 7 octobre. Moi, je continue de dire que l'un comme l'autre, en dépit enfin, des mots très durs, hein, qu'on a entendus côté russe, hein, notamment sur tout ce qui se passe. Je continue de dire qu'ils n'ont aucun intérêt à brûler les ponts et à en venir à une confrontation politique, j'allais dire. Voilà, je pense que c'est pas dans leur intérêt. Je pense que pour la Russie, l'intérêt, c'est de capitaliser sur la vague d'émotions qu'a suscité le 7 octobre et puis la réponse israélienne à cette attaque du 7 octobre. D'évidemment insister sur ce qui est perçu comme un double standard dans le traitement de l'offensive israélienne à Gaza et également, que les positions soient polarisées entre Israël qui incarne le camp occidental, le monde occidental, qui est perçu en tout cas comme tel d'un côté, et puis le reste des pays du Moyen-Orient d'abord, et puis voir au-delà du Moyen-Orient ensuite, sont assimilés au sud global, à ce qu'on appelle le sud global de l'autre, et donc à capitaliser sur ce fossé voilà, pour essayer de consolider sa position. Maintenant, quand on écoute le discours de Lavrov à l'ONU cette semaine sur Israël, j'ai le sentiment qu'il essayait d'arrondir un petit peu les angles. Enfin, j'ai pas vu de surenchère, en tout cas, dans son propos. Euh, au contraire. Donc, pour l'instant, moi, je pense qu'ils n'ont pas intérêt. Une fois de plus, le fait que Netanyahou et Poutine soient, comment dirais-je, on leur prête de bonnes relations, devrait aussi aider à une normalisation. Enfin, même normalisation, le terme est peut-être un petit peu déplacé, mais en tout cas, à ce que les choses reprennent leur cours quand le moment sera Venu. venu. Lavrov, d'ailleurs, a salué le fait que les Israéliens n'avaient pas, évidemment pas pris de sanctions contre la Russie, qu'ils n'avaient pas livré d'armement à l'Ukraine, etc. Donc, c'est des choses qui sont mises au crédit, évidemment, de l'État hébreu. Mais il est vrai que la rhétorique parfois très forte qu'on a entendue, vous pouvez se demander s'il n'y avait pas des reproches quand même en creux ou des choses que les Russes pouvaient reprocher en creux aux Israéliens, mais donc, on ne sait pas ce que c'est en fait, hein. Mais bon, je ne sais pas. Pour l'instant, de toute façon, cette crise continue et on n'en voit pas le bout, on va dire, de Gaza. Donc, Vous avez parlé de Lavrov à l'ONU. Et bien ouais. justement, je voudrais qu'on termine par cette question. Quelqu'un demande Lavrov à l'ONU, quel bilan? Bah, alors bon, il était venu, alors il est venu 2 jours, enfin il a fait un déplacement de 2 jours pour New York. Il était venu pour des sessions du Conseil de sécurité à la fois sur le Proche et Moyen-Orient, mais aussi sur l'Ukraine, hein, notamment. Et bon, il a fait évidemment un discours assez attendu et qui était, je dirais, fidèle à lui, enfin, Lavrov a été fidèle à lui-même en quelque sorte, hein. Et bon, il a très lourdement, s'en est pris très violemment au plan de paix, à la formule de paix ukrainienne, hein, dont je vous parle occasionnellement, en expliquant que c'était une formule vers nulle part, que cela ne menait nulle part et que là aussi reprenant des arguments qu'on entend depuis 2 ans, selon lui, la façon finalement la plus courte de faire s'arrêter le conflit, c'est que les Occidentaux cessent leur soutien à l'Ukraine, hein. Ça, il l'a redit. Mais il n'y a pas eu de. Alors, il y a eu une passe d'armes avec un diplomate, je crois, le diplomate américain, encore que je crois que Lavrov a quitté la salle avant. Je sais plus, il faudrait regarder dans le détail. Mais il ne sera pas là, en tout cas, pour la session. La Russie a demandé une session extraordinaire pour le crash de l'Ilyushin 76, par exemple, que la Oui. France a différé, je crois, de 24 heures. Elle devrait intervenir, je crois, dans cette nuit, la nuit du 26, je crois. Donc Lavrov aurait peut-être pu être là si jamais cette session avait été acceptée. La France l'a refusée, donc ce sera le représentant de la Russie qui se chargera d'assurer la représentation en quelque sorte. Mais voilà, donc bon,
pas rien de, je dirais rien de très nouveau, enfin, à mon avis. Arnaud, vous voulez ajouter quelque chose? Il y a une question particulière que je n'aurais pas évoquée, que vous souhaiteriez traiter? Rien à ajouter pour ma défense. Bon, l'accusation n'a rien à ajouter non plus. Donc, merci à tous de votre fidélité. Je vous rappelle que tous les jeudis, comme aujourd'hui, à 15h30, heure de Paris, 17h30, heure de Moscou, nous avons ce briefing. Pour le reste, eh bien, vous pouvez suivre évidemment les la hotline pour les sociétés membres de la CCIFR et puis les newsletters auxquels vous pouvez vous inscrire. Et la CCI France-Russie continue de vous informer et de vous soutenir. Tenez bon, parce que vous nous soutenez aussi. Merci à vous deux.